Mesdames, Messieurs, bon début de semaine, on se retrouve encore aujourd'hui. Merci surtout pour ceux qui nous ont appelés au courant de ce week-end. En tout cas, en toute réalité, nous avons reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages. Nombreux voulaient savoir où en sommes-nous aujourd'hui avec l'évolution de cette question de l'identité ou de l'identification des Congolais ou de l'octroi des cartes d'identité pour les Congolais. Et nous vous avons parlé le week-end dernier où nous avons dit que nos partenaires est là, qui se nomme Afritech Idemia, qui travaille en intelligence avec l'ONIP. ONIP, c'est la structure de l'État choisie pour identifier les Congolais, sinon donner aux Congolais les cartes d'identité. Le travail avait commencé, mais les détracteurs du pays ont créé des problèmes pour bloquer l'opération de cette question qui avait déjà commencé. Et voilà aujourd'hui le blocage. Et là, ce n'est pas à nous de vous avancer la date, mais plutôt il faut dire à ces détracteurs de changer leur comportement, permettre que la question connaisse son évolution très normalement. Ils ignorent en même temps que ça a été, et c'est la préoccupation d'ailleurs du chef de l'État qui a bien voulu doter d'abord les Congolais des cartes d'identité. De ces cartes d'identité, on sera à mesure d'asseoir notre économie, on sera à mesure de nous connaître, même sur le plan de la sécurité, c'est très important. Et voilà, aujourd'hui, cela connaît un blocage. Il faut prier plutôt pour qu'on débloque et qu'on avance. Et donc, le partenaire est là, qui avait gagné le marché, Afritech Idemia, mais les détracteurs font tout pour que son partenaire congolais ne puisse pas faire son travail normalement. Alors que l'expérience et le reste, en tout cas, c'est avéré comme une bonne société capable à pouvoir doter les Congolais des cartes d'identité. En tout cas, merci. Merci, n'allez jamais ailleurs. Merci pour vos encouragements. On se retrouve encore aujourd'hui. Nous commençons par lire la disposition de la Constitution. Nous prenons l'article 215 qui dit ceci. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle de nos lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Et voilà, vous allez comprendre pourquoi nous évoquons la disposition 215 de la Constitution pour parler des traités et accords signés à l'international. Et la Constitution nous dit ont une prédominance sur nos lois. Merci. Le premier point du jour, question d'analyse, le 44e sommet de la SADC, tenu à Harare, capitale de Zimbabwe, où nous avons suivi le médiateur choisi par l'Union africaine dans ce conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Joao Lourenço, le président angolais, a affirmé que œuvre pour un accord de paix définitif entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il a dit avoir soumis, selon lui, à la République démocratique du Congo et au Rwanda un projet d'accord de paix qui est en cours d'examen par les deux parties et qui commencera à être discuté et négocié d'ici quelques jours. Et d'ailleurs, déjà, il a avancé même la date du 20 août où les délégations ministérielles seront à Luanda. Ça veut dire qu'une délégation congolaise, une délégation ougandaise. Mais dans les analyses, vous allez comprendre comment la République démocratique du Congo peine jusqu'ici à obtenir un accord de désengagement des forces rwandaises du sol congolais. Et alors que de l'autre côté, le Rwanda a gagné l'autorisation, en tout cas de traquer ensemble finalement les forces, les FDLR du sol congolais. Alors, nous nous posons la question, pourquoi une telle réaction, une telle faiblesse de notre part, et alors que c'est le Congo qui est agressé? Pourquoi alors la SADC ne parvient pas à imposer le retrait des militaires rwandais du sol congolais, et en contrepartie, on impose à la RDC de pouvoir traquer les FDLR, en réalité qui n'existent plus? Il faut le dire. Et nous allons analyser la question. Le deuxième point, c'est rapport avec les 94 policiers qui ont fui la guerre à la partie est, qui sont allés se réfugier au Rwanda. Aujourd'hui, ils sont ramenés à la République démocratique du Congo. Maintenant, les gens se posent la question,
seront-ils jugés ou comment? Et là, nous aurons un avis technique de notre part du fait d'avoir été au ministère de l'Intérieur et nous allons, de notre point de vue, orienter l'opinion quant à ça. Dans quelques jours, c'est la rentrée scolaire. Les enseignants menacent de refuser cette rentrée. Simplement parce qu'ils estiment que jusqu'ici, ils sont payés à 390 000 francs congolais. Et pour les enseignants, c'est injuste. Et c'est insignifiant. Et c'est déconsidérant. Que devrait faire maintenant le pouvoir en place? Et pourtant, au début du mandat, on avait majoré, mais malheureusement avec la dévaluation de notre monnaie, ce qu'on avait augmenté sont aujourd'hui insignifiants. Que faire? Merci. C'est ici, n'allez jamais ailleurs. Nous n'allons pas manquer parler un peu de l'UDPS, la distraction de l'UDPS, c'est comme ça qu'il faut dire. Mais curieusement, jusqu'ici, les ministères, je veux vous informer, les ministères n'ont toujours pas de cabinet. Et l'UDPS, au lieu d'ouvrir les bons pour faciliter que les cabinets, les ministres travaillent normalement cela pour accompagner le chef de l'État. Et voilà, on est dans des distractions. Et pourtant, les défis sont énormes. Les cabinets ministériels ne sont pas encore correctement composés. Quand vous allez à la primature, aucun décret nommant les membres du cabinet de la première ministre. Quand vous allez dans plusieurs ministères, c'est la même chose. On a des équipes provisoires avec lesquelles les ministres travaillent. Non. Dans ces conditions, nous manquerons un jour des arguments. En tout cas, merci. Le premier point a rapport avec le 44e sommet de la SADC qui se tient ou qui s'est tenu le week-end à Harare. Là, nous sommes en Zimbabwe. Le président angolais, João Lourenço, c'est lui le médiateur de l'Union africaine, choisi pour le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il a dit ceci: nous œuvrons pour un accord de paix définitif entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Jusque-là, aucun problème. Parce que tout Congolais veut aujourd'hui que cet accord soit trouvé, que le Rwanda nous laisse calme, que le Rwanda quitte le sol congolais. Et si nous saurons par la suite collaborer normalement, nous allons le faire. Cet accord est trop attendu par les Congolais. Mais il y a certaines dispositions qui énervent. Allons-y. Il a dit avoir soumis à la République démocratique du Congo et au Rwanda un projet d'accord de paix qui est en cours d'examen par les deux parties et qui commencera à être discuté et négocié. Très bien, il n'y a aucun problème. On avance même la date, on dit le 20 août prochain, les délégations ministérielles de ces deux pays vont se rencontrer, je crois cette fois-là à Luanda. Mais on va plus loin, on dit ceci. Il faut aussi savoir que, en date du 7 et 8 août dernier, les experts rwandais de sécurité et congolais de sécurité ont élaboré ensemble un plan harmonisé de neutralisation des FDLR, une milice que l'administration Kagame considère comme une menace existentielle pour le Rwanda. C'est là que ça commence à clocher. D'abord, nous regardons directement notre ministère des Affaires étrangères, substantiellement notre ministre des Affaires étrangères. Comment pouvez-vous accepter, signer un tel engagement, accepter maintenant de neutraliser les FDLR parce que simplement le Rwanda vous fait croire que les FDLR menacent la sécurité rwandaise? À quel moment vous avez entendu depuis qu'on a évoqué cette question des FDLR
une incursion des FDLR sur le sol rwandais. Pascal, je n'ai pas connaissance. Cette question des FDLR a toujours été un prétexte monté par le Rwanda pour justifier sa présence sur le sol congolais. Nous savons que cette guerre est 1. Économique, 2. La conquête des terres. Le prétexte FDLR, c'est un faux prétexte. En toute réalité aujourd'hui, les FDLR n'existent plus. Constituer une équipe pour insécuriser le Rwanda, non, ça n'existe pas. Mais comment de temps en temps, et d'ailleurs je veux vous rappeler ici, à l'époque de Nkunda Laurent, on avait mutualisé d'ailleurs les efforts militaires avec le Rwanda pour traquer les FDLR. Quelle a été la suite? Deuxièmement, et bien avant d'ailleurs, le RCD, qui a été totalement accompagné, sinon composé par les Rwandais, et a occupé cette partie pendant plus de 3 ans. Quel est le sort? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces FDLR s'ils existaient? Et bien avant, lorsque l'AFDEL entrait, mais c'est parmi des groupes qui ont été massacrés qu'on n'a jamais fait allusion. On a éliminé, on a massacré les fameux FDLR, ceux qui avaient fui le génocide du Rwanda en 1994 et sont entrés en RDC, entre guillemets, les Hutus, qu'on avait accusés qu'ils étaient les seuls responsables du génocide, alors que c'est un génocide provoqué par les Hutus. Il y a certains documents qui démontrent clairement que c'est Paul Kagame et son équipe qui sont responsables. Mais comment vous êtes ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo? Comment vous pouvez accepter signer un quelconque engagement de neutralisation des FDLR? Vous allez y parvenir comment? Si eux-mêmes sont entrés, hommes et armes, ici pendant longtemps, des années, n'ont pas pu les identifier comme tels. Et c'est vous qui aujourd'hui, d'ailleurs, la partie en question est pratiquement occupée par le M23 aujourd'hui. Mais comment vous pouvez vous accepter, vous engager dans un tel projet? Et c'est là que Pascal dit, il y a une certaine faiblesse dans notre diplomatie. Spécifiquement ici, principalement, particulièrement, la ministre des Affaires étrangères. Il est vrai, nous savons tous que la SADC apporte à la République démocratique du Congo un certain appui. Mais attention, c'est vrai qu'on parle de l'appui politique, appui militaire, diplomatique, mais attention, j'ai l'impression comme si nous risquerons maintenant d'être dribblés par le fait que nous ayons confié, en tout cas, tout notre espoir de l'avenir d'un pays à cette organisation de la sous-région. Et voilà, nous-mêmes, le Rwanda qui est parvenu à obtenir cet engagement harmonisé pour neutraliser les FDLR. Mais nous peinons dans ces discussions pour obtenir le désengagement, le départ des militaires rwandais du sol congolais. Et pourtant, le fait déjà pour le Rwanda d'avoir accepté que il y a la présence de ces militaires sur le sol congolais, ça s'appelle agression. Et maintenant, cette question de l'agression, au lieu qu'on la traite prioritairement, demandez maintenant les forces étrangères d'un autre pays qui sont sur le sol d'un autre pays, et voilà, non. Ça ne parvient pas à l'obtenir simplement parce que nous affichons la faiblesse. Mais on pense que la priorité, c'est d'abord sécuriser la sécurité du Rwanda. Mais la sécurité de la République démocratique du Congo à ce moment-là. Nous qui sommes agressés aujourd'hui, vous dites, non, malgré que vous êtes agressés, nous commençons d'abord par sécuriser la sécurité de notre pays. Nous commençons par sécuriser le Rwanda.
Vous, malgré que vous soyez agressé, non, votre sécurité porte peu. C'est comme ça que ça veut dire notre terme. Est-ce que c'est compréhensif, s'il vous plaît? Et vous allez autour d'une table, face à une telle question, et vous tergiversez, vous ne savez pas prendre une position tranchée. Et le Rwanda va continuer à jongler avec vous, à blaguer avec vous, comme si on était en face des enfants. Non, mais c'est très déplorable. Il s'agit de l'agression. Ils ont agressé la RDC. La SADC constate effectivement qu'on a agressé la RDC. La SADC constate que les militaires rwandais sont sur le sol congolais. On ne résout pas ce problème en priorité, mais on veut résoudre en priorité une quelconque attaque contre le Rwanda qui n'est pas en tout cas établie. Où on dit simplement les FDLR menaceraient la sécurité. On vous menace, mais on ne vous a pas encore attaqué, si cela serait vrai. Non, nous devons être sérieux nous-mêmes. On ne parvient pas à arracher un tel accord. Et lorsqu'on ne parvient pas à arracher un tel accord, ça sert à quoi d'aller discuter maintenant avec les Rwandais en Angola? Ça sert à quoi? Nous peinons à arracher un tel accord. Nous allons nous retrouver les 20 pour qu'on parle de quoi concrètement? On va parler de quoi? Le Rwanda trouve toujours des prétextes. Paul Kagame a changé des arguments sur cette question depuis longtemps. Je ne sais pas si les Congolais se rendent compte. La question de FDLR à l'époque. Après question de FDLR, il parlait de la question des terres. Question des terres, il parlait dernièrement ici des 100 000 réfugiés congolais. Et on revient maintenant, parce qu'on parle de l'accord, on revient. Mais lisez l'accord signé le 24 février 2013 à Addis Abeba. Accord de paix. Cet accord de paix a dit ceci. Aucun pays ne peut appuyer une quelconque rébellion contre notre État de la sous-région. Mais lorsque la SADC constate que, effectivement, parce que c'est déjà établi, le Rwanda est sur la RDC, le Rwanda appuie le M23, le Rwanda, c'est le créateur du M23. Mais on commencerait d'abord par condamner le Rwanda conformément aux dispositions de l'accord de paix signé le 24 février 2013 à Addis Abeba. Et non. Écoutons d'abord ce que le Rwanda dit. Et donc maintenant c'est le Rwanda qui dicte sa volonté. Et nous Congolais, nous nous agissons très facilement parce que le Rwanda dit nous devons maintenant aussi accepter qu'il y a possibilité de neutraliser maintenant les FDLR parce que les FDLR menacerait la sécurité rwandaise. Les FDLR menacerait la sécurité rwandaise. Mais ici, le M23 marche sur le sol congolais, sur le Congo, et a pris autant de territoires sur le Congo. Qui a bien fait, qui a mal fait? Non. Nous devons être sérieux. Sinon, c'est nous qui allons sortir, en tout cas, trop affaiblis à travers les textes que nous risquerons de signer. Et pourtant, nous vous avons lu ici l'article 215 de la Constitution. Les traités et accords signés à l'international ont une certaine prédominance. Vous savez pourquoi aussi? Nous avons signé les 3 déclarations devant le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, à Nairobi, le 12 décembre 2013. Quand vous prenez, parce que le secrétaire général des Nations Unies avait également apposé sa signature, c'est ce qui donne la force des revendications, des dispositions de tous les accords que nous avons signés, parce que ces accords ont été entérinés par ces 3 déclarations signées à Nairobi. Et comme le secrétaire général Ban Ki-moon
a sanctionné ces déclarations et voilà, cela a eu un caractère international. Et pour cela, ils se sont accrochés. Vous devez alors cette fois-là respecter. Il faut savoir faire le rappel historique du processus de ce conflit depuis que nous avons commencé jusqu'à ce jour. Les différents accords que nous avons signés pour comprendre comment le Rwanda est très malin et ses objectifs sont ailleurs. Il vous fait croire comme si la priorité, la question fondamentale, c'est le FDLR. Non, la question n'a rien à voir avec le FDLR. La question est pour gagner les espaces en termes de sol et gagner des minéraux. Lorsqu'on n'aura pas bien compris le nœud de la question, tout ce qu'on aura fait, ce sera la perte du temps. Et avec beaucoup de conséquences contre nous, parce qu'on n'aura pas compris ce qu'il faut pour cette question. En tout cas, merci. La deuxième question, c'est pratiquement la suite logique de cette question. Le retour des 94 policiers congolais qui avaient fui la guerre, se sont retrouvés en Ouganda et qui devront maintenant rentrer dans leur pays. Maintenant, la question, seront-ils jugés ou non? Nous connaissons des cas comme ça, comme nous avons dit, parce qu'il y a des incursions. Vous, le Rwanda, vous dites, on menace, on risque d'avoir des incursions des FDLR. Mais nous avons des incursions. Regardez la conséquence. Nos policiers ont fui notre pays, ont fui des territoires, ont fui des centres, ils sont allés se réfugier en Ouganda. Mais ils doivent rentrer. Oui, mais ils doivent rentrer, ils ne sont pas militaires. La mission du policier, c'est bien sûr de sécuriser la population et ses biens. Mais sa sécurité vient en amont, sinon en aval, je veux dire. En amont, c'est le militaire qui sécurise l'intangibilité de notre pays. Et lorsqu'il y a attaque militaire, c'est lui qui se met au front, à la première ligne, pour combattre, ce n'est pas le policier, c'est le militaire. Lorsque le militaire gagne les espaces, le policier vient après pour sécuriser cette partie, en tout cas occupée par les militaires. Et vous n'allez pas en vouloir aux policiers du fait d'avoir fui, mais parce qu'ils n'ont pas été formés pour directement faire la guerre. Ils sont formés pour la protection civile, je veux dire la protection de la population et des biens de la population. Mais lorsqu'il y a guerre, je ne vois pas en quoi cela peut être mauvais pour qu'un policier puisse se soustraire. Parce que s'il peut faire la guerre sur second plan, c'est en termes d'accompagnement de militaires. Mais il ne peut pas être à la première ligne pour faire la guerre. Et donc, nous estimons que ces policiers vont rentrer au pays. Question de bien les identifier. S'ils sont réellement les policiers congolais, il faut les réintégrer dans la police. Encore que nous savons, notre police n'est pas suffisamment équipée. Que ferait la police face à des militaires très suffisamment équipés? Nous devons nous poser cette question. Si au moins nous avons équipé les policiers avec des moyens conséquents pour faire la guerre, et ils fuient, cette fois-là on peut dire, mais ils ont eu des moyens. Mais nous connaissons comment nos policiers se comportent. Ils n'ont pas assez de moyens. Fuir, c'est une bonne façon de se protéger. Et lorsqu'ils rentrent au pays, je crois que nous devons les recevoir à bras ouverts. En tout cas, merci. La rentrée scolaire, c'est dans quelques jours, dans 2 semaines, il y aura rentrée scolaire. Les enseignants commencent à monter au créneau. Les enseignants estiment qu'ils ne peuvent pas reprendre le chemin de l'école tant que l'État n'aura pas amélioré maintenant leur salaire. Le salaire de l'enseignant, jusqu'ici, c'est 390 000 francs congolais.
notre dollar, un 100 dollars s'échange à 2850 aujourd'hui. En d'autres termes, l'enseignant reçoit au moins 140 dollars américains. 140 dollars américains par mois. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, à toute réalité? Il est aussi vrai qu'il faut reconnaître, lorsque le président de la République entre en fonction au début, il a trouvé l'enseignant avec un salaire exactement de 120 dollars américains. Mais le taux à l'époque était de 16-18. Et lorsqu'il prend le pouvoir, il a fait des ajustements. Et on est parti, je crois, de 180 à 390. Avec l'idée d'ajouter au moins un surplus pratiquement d'un 100 dollars où l'enseignant recevrait 200 ou 300 dollars. Mais malheureusement, il y a dévaluation de notre monnaie. Comme le salaire 100 francs congolais, ça pose un problème aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. À la place de recevoir 200, 250, 300 dollars, l'enseignant reçoit 140 dollars du fait qu'il reçoit en francs congolais et au montant de 390 000 francs congolais. Est-ce qu'ils n'ont pas raison de réclamer? Parce qu'ils n'ont pas d'autres primes. Ils n'ont pas d'autres moyens pour avoir l'argent. Ils sont obligés de travailler chaque jour pour notre propre intérêt parce que c'est nos enfants qui reçoivent cette formation. Mais lorsqu'ils ne sont pas bien payés, encore que nous avons dit ici, avec la gratuité, tous nous acclamons, nous avons aimé, nous aimons cette décision. Et le salaire doit accompagner. Pour mettre cet enseignant qui enseigne les enfants gratuitement, dans les conditions les meilleures, à pouvoir avoir des énergies et la force de continuer à enseigner ses enfants. Je crois qu'il faudrait maintenant qu'on revoie, qu'on calcule maintenant. Parce que l'intention à son temps, par le président, a été de payer l'enseignant à 200, 300 dollars. Adaptons maintenant leur salaire par rapport à la dévaluation d'argent. Comme le dollar aujourd'hui s'échange à 285. Mais si l'enseignant doit avoir 400 dollars, non, il doit avoir 200 dollars. Ça veut dire qu'il mérite d'avoir 500 000 francs congolais quelque chose. Même plus. S'il doit avoir 300, il est dans les 600 quelque chose. Sinon 700. Mais adaptons. Adapter alors, excusez, parce que moi, je n'ai pas le pouvoir de discuter sur cette question. Nous disons adapter le paiement des enseignants par rapport au taux actuel. Comment on peut exposer les gens dans ces conditions? Et pourtant, nous savons bien, le milieu éducatif le plus influent actuellement au Congo, c'est l'enseignement. D'abord, la famille, c'est le de base, et l'enseignement. L'effort est par le président de la République et par nous autres fourni est d'avoir un bon enseignement, seule occasion qui permettrait que demain on ait des bons citoyens au pays, des gens consciencieux. Et ceux qui font ce travail, s'ils ne sont pas pris en compte par l'État, si leurs revendications, leurs désidérata ne sont pas prises en compte par le pouvoir en place, ne pensons pas, ne mettons pas en tête que demain ils peuvent nous produire des enfants capables de gérer normalement le pays demain. Parce qu'ils vont bâcler cette fois-là les renseignements et la conséquence c'est que les enfants seront mal formés. Voilà pourquoi nous avons intérêt d'insister sur cette question pour que l'enseignant soit pris en charge normalement, qu'il soit bien payé, comme avait bien voulu au début le président de la République qui avait fait des ajustements, mais malheureusement trahi par la dévaluation de la monnaie aujourd'hui. Et en même temps, nous avons dit que nous ne pouvons pas payer les agents de l'État en dollars, en monnaie étrangère. Mais le taux d'échange doit être quand même conforme par rapport à leur salaire pour qu'ils se sentent un peu valorisés et considérés par l'État à pouvoir
administrer des bons enseignements. Et voilà, c'est une question importante parce que si on ne prend pas garde, il y a 2, 3 ans ou 4 ans déjà passés, on n'a pas connu les agitations avant la rentrée scolaire, simplement parce que bon, les enseignants trouvaient un peu leur compte. Mais à ce jour, je pense que c'est avec raison qu'ils font ça. Alors si on ne prend pas garde, si on ne prend pas garde plutôt, si on ne prend pas cette question au sérieux, on risque de connaître le boycott de la rentrée scolaire, ce qui ne sera pas une bonne chose parce qu'on va afficher cette fois-là une très mauvaise image du pays. Et pourtant, je vois avec l'actuel ministre des Finances, il se bat. Mais une telle question devrait être pour lui aussi une priorité afin de trouver une solution très rapidement. En tout cas, merci. On s'arrête aujourd'hui ici tout en vous informant en même temps. La question UDPS dérange le pays aujourd'hui. Des questions de fond comme nous avons abordé ici. La question de la SADC. Les discussions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le Rwanda a gagné. Pourquoi? Parce qu'il a obtenu la validation du plan de la neutralisation de FDLR. Mais la RDC peine à obtenir jusqu'ici un accord de désengagement des forces rwandaises de son sol. Une telle question, le débat ne s'engage pas à l'UDPS. Une telle question ne sont pas comment on peut interpeller avec force la ministre des Affaires étrangères. La question des cabinets où jusqu'ici ne sont pas composés. Vous allez à la primature, la première ministre continue à travailler avec les anciens conseillers du premier ministre Sama Lukonde. Mais ce sont des questions prioritaires. Beaucoup de ministres jusqu'ici n'ont pas encore de cabinet. Ils ont des cabinets provisoires. Mais la production ne sera pas conséquente cette fois-là. Des questions de fond, le débat ne s'engage pas. Mais dans le superfétatoire, dans le commun des mortels, dans le terre-à-terre, dans l'inutile, dans le moins nécessaire, dans le moins important, c'est là que vous trouvez le débat à l'UDPS. En tout cas, merci. Nous, on s'arrête ici, mais nous voulons bien ce grand parti politique soit organisé. Pousse les choses au changement, ce sera alors à l'actif du régime. Au revoir.